Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, merci pour votre invitation pour parler de cette thématique qui est effectivement une thématique qui reste d'actualité malgré les années qui passent. Elle reste d'actualité parce que tous les hommes, un jour ou l'autre, sont malades de leur prostate, plus ou moins, de manière plus ou moins importante, plus ou moins gênante pour eux, mais tous ont la prostate qui grossit, et c'est ce que vous voyez figurer sur ce petit dessin en haut à gauche. La prostate augmente de taille avec les années, progressivement crée une obstruction qui entraîne des symptômes urinaires dont les patients se plaignent. Si on regarde le graphique à droite, on voit que cette augmentation de taille est directement proportionnelle aux années qui passent. Donc plus les hommes vieillissent, plus la population vieillit, plus cette thématique est d'actualité. La chirurgie qu'on a connue par le passé, l'adénomectomie prostatique, est une des interventions urologiques les plus anciennes et désormais quasiment un temps révolu. C'est l'histoire de l'urologie désormais, et dans la plupart des services universitaires, en tout cas dans celui dans lequel je travaille, on ne fait plus ce type d'intervention. On a fait l'adénomectomie, et vous le savez mieux que moi, par différentes voies d'abord. On est passé par devant, par derrière, pour finalement ne retenir que deux voies qui se sont disputées les podiums au congrès de l'Association française d'urologie pendant un certain nombre d'années avec des débats animés. Est-ce que le Milling ou le Rinchak est la meilleure des techniques pour enlever l'adénome de la prostate? Ce sont des débats qui, effectivement, n'ont plus cours à l'heure actuelle, même si on a maintenant quelques éléments de réponse avec les données, notamment informatisées sur les séjours médicaux qui sont intéressantes. Cette technique d'adénomectomie, elle a été remplacée en grande partie, en tout cas pour les plus petits volumes, par la résection endoscopique dès les années 1900 à 1930 avec des résécteurs. Vous savez qu'ils étaient d'abord des résécteurs monopolaires, bien sûr, avec un liquide qui était de l'eau distillée pour ne pas conduire le courant électrique, puis du glycocol à partir de 1940, qui est un liquide plus visqueux, qui a diminué les complications d'œdème cérébral qui pouvaient avoir lieu à la suite de ces interventions, quelquefois, avec des complications neurologiques, vous vous en doutez. Et donc ces deux techniques, même si c'est l'histoire à l'heure actuelle, ça reste la référence. Et ces techniques, elles ont une mortalité périopératoire qui est finalement assez faible. Vous voyez les chiffres de mortalité qui sont très bas, mais néanmoins significatives, avec des taux de réintervention qui sont loin d'être négligeables, jusqu'à 15% quand on fait une résection endoscopique de la prostate, essentiellement lié au fait qu'on va laisser un peu d'adénome qui va pouvoir repousser, mais aussi lié à des complications urétrales éventuellement certaines fois, avec des sténoses qui vont devoir être réopérées dans les années qui suivent. Par contre, l'amélioration des symptômes, elle est majeure, notamment si on se compare aux traitements médicaux. Vous voyez que les scores IPSS qu'on utilise diminuent de 70 à 80%, que les débimétries urinaires s'améliorent de manière spectaculaire par rapport à la situation préopératoire, et que les résidus post-mictionnels diminuent. Donc ce sont des résultats historiques, mais vis-à-vis desquels on se compare toujours à l'heure actuelle quand on évalue les nouvelles techniques. On a donc par contre une morbidité périopératoire qui est loin d'être négligeable avec ces deux techniques, des taux de transfusion qui sont dans les séries rapportées, publiées de 3 à 15% selon qu'on fait une voie endoscopique ou une voie chirurgicale. C'est probablement sous-estimé par rapport à la réalité du terrain, notamment à cause du fait qu'on a des patients qui sont de plus en plus soumis à des traitements anticoagulants ou antiagrégants en préopératoire. Et quand on évalue de manière précise le volume de sang perdu au cours d'une résection endoscopique de prostate, avec une méthode ici qui est une méthode de marquage des hématies au chromium 51, on s'aperçoit qu'on perd 500 ml de sang pur quand on fait une résection endoscopique de prostate, ce qui est considérable. Vous voyez des intervalles de confiance qui vont jusqu'à 2,6 litres dans certains cas, ce qui est effectivement plus que la masse sanguine, et donc laisse songeur sur les résultats chez ces patients-là. Les anticoagulants, dont je vous disais que nos patients sont de plus en plus exposés à ce type de traitement, anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires, c'est à l'heure actuelle 30 à 40% des patients que l'on opère qui ont ce type de traitement. Ils augmentent de manière significative à la fois la durée de l'hospitalisation et les complications périopératoires, les rétentions, les transfusions sanguines, mais également les événements thromboemboliques, puisque quand on arrête ces traitements, on prend un risque thromboembolique à la suite de l'arrêt. Heureusement, ça n'augmente pas la mortalité chez ces patients dans des contextes actuels où les patients sont très bien surveillés. Ça, ce sont les chiffres actuels, avec ces interventions, résection endoscopique, Milling, Rinchak, qui sont la référence. Et vous voyez que ces chiffres ne sont pas fameux, c'est-à-dire que les patients en moyenne, et donc ça, ce sont des taux, des durées de séjour moyennes qui sont évaluées à partir de l'ensemble des hospitalisations en France. Vous voyez que ces durées d'hospitalisation, alors que les patients n'ont pas de comorbidité pour la résection endoscopique de prostate, c'est 3 jours et demi à l'hôpital. Quand ils ont des comorbidités, c'est 7 jours et demi, pardon.
Et quand on fait des voies chirurgicales ouvertes, bien sûr, on commence à 6 jours et demi et on termine à 9 jours et demi. Et vous voyez ici un des éléments de réponse sur est-ce que le billing Brain-Shaq fait un peu mieux. Et bien les Brain-Shaq restent un peu plus longtemps que les billing, peut-être à cause de certaines complications pariétales qui peut-être, ou de fistules, je ne sais pas, qui peut-être seraient plus fréquentes avec ce type de voie d'abord. Un autre élément qui est important à souligner sur cette diapositive, et on va revenir dessus après, c'est le GHM. Le GHM, c'est ce que touche la structure hospitalière ou privée lorsqu'un patient est hospitalisé pour ce type de prise en charge. Et vous voyez que ce GHM est assez faible, 2300 € à 6700 € pour les structures publiques, 1400 € à 3500 € pour les structures privées. On se demande comment on peut encore, à l'heure actuelle, faire rentrer un patient dans un bloc opératoire avec uniquement 1500 € pour 1400 € pour l'établissement. C'est vraiment très très peu. Et c'est un des freins au développement des nouvelles technologies. Alors les alternatives, elles ont été développées depuis un certain nombre d'années. La première de ces alternatives, c'est l'utilisation du courant bipolaire qui permet de se passer du glycocol et donc de s'affranchir de toutes les complications liées à la réabsorption du liquide d'irrigation. Et donc on peut faire à la fois de la vaporisation, de la résection et même maintenant de l'énucléation des adénomes avec un courant bipolaire pour retirer ces adénomes par les voies naturelles. On a également développé des technologies laser que l'on propose maintenant régulièrement en routine aux patients. Et vous avez ici les deux techniques principales. Ici, la technique Greenlight qui consiste à vaporiser le tissu. Et de l'autre côté, la technique d'énucléation au laser holmium, qui est une technique qui consiste à passer véritablement dans le plan que vous connaissez de l'adénomectomie prostatique, mais par voie endoscopique pour retirer donc l'ensemble de l'adénome. Je ne vais pas revenir très en détail sur les différentes comparaisons qui ont lieu entre ces techniques entre elles, mais également avec les techniques de référence que sont les chirurgies ouvertes ou les chirurgies endoscopiques. Vous avez ici une méta-analyse qui a été écrite par Jean-Nicolas Cornu, qui est présent ici aussi aujourd'hui, qui fait l'état des lieux de l'ensemble des comparaisons qui ont eu lieu dans la littérature. Et les principales conclusions de cette méta-analyse, c'est que les techniques d'énucléation au laser étaient associées à des résultats périopératoires meilleurs que ceux de la résection monopolaire, que la résection bipolaire et la vaporisation avaient également des résultats périopératoires meilleurs, mais des durées de suivi dans les études publiées qui étaient plus courtes, qui ne permettaient pas encore, au moment où la méta-analyse a été faite, de les recommander forcément comme un standard de prise en charge. Néanmoins, dans la pratique quotidienne, ces nouvelles technologies se sont imposées comme des nouveaux standards. Et grâce à cette technologie, on développe de plus en plus la chirurgie ambulatoire. Et vous voyez ici les chiffres de chirurgie ambulatoire, de patients opérés en chirurgie ambulatoire en France. En 2016, c'était 3400 patients opérés, ce qui a représenté finalement que 5,2% des séjours pour l'hyperplasie bénigne de prostate, ce qui est très très peu. Mais là encore, on peut se demander si le GHM est véritablement incitatif à développer ces nouvelles technologies, parce que quand on achète un laser pour diminuer les morbidités et pour raccourcir la durée de séjour, ça a un coût pour l'établissement. Il y a un coût de consommable qui est supérieur aussi à la technique classique, et on n'est pas très incité par la tarification actuelle à développer ce type d'alternative aux prises en charge conventionnelles. Alors quelles sont les perspectives pour la chirurgie d'hyperplasie bénigne de prostate? Le laser c'est mieux, mais c'est pas parfait. Il y a un risque périopératoire qui persiste avec des transfusions sanguines qui ne sont pas complètement résolues, des infections qui sont liées à la durée de sondage. Le risque sexuel il persiste également avec les troubles de l'éjaculation qui sont induites par toutes ces prises en charge d'ablation tissulaire. Et quand on évite d'enlever l'adénome, avec d'autres techniques alternatives, on peut avoir des améliorations urinaires sans troubles de l'éjaculation. Il y a un risque sphinctérien qui n'est pas négligeable non plus, avec des incontinences urinaires qui sont le plus souvent transitoires, mais parfois définitives quand il y a des erreurs de prise en charge, notamment chirurgicales. Et des risques de complications tardives avec les sténoses et les scléroses du col qui sont inhérentes à toute technique endoscopique et qui n'ont pas été résolues par ce type de technique. Le traitement idéal du point de vue du patient, ça serait moins de complications périopératoires, moins d'effets secondaires sexuels, moins d'effets secondaires à distance et de risque de réintervention, je vous rappelle que c'était 10 à 15% de réintervention, mais une efficacité qui soit préservée sur le risque de complications de progression de la maladie et une amélioration des symptômes qui soit identique à celle de la chirurgie. Du point de vue du système de santé, il faut que la durée d'hospitalisation soit plus courte, il faut que les troubles urinaires soient améliorés de manière durable et qu'on n'ait pas besoin de reprendre des médicaments ou d'être réopéré dans les années qui suivent, et qu'il n'y ait pas de nécessité de retraitement, qu'il soit médical ou chirurgical. On a fait énormément de tentatives, nous les urologues, pour trouver des alternatives à ces traitements chirurgicaux. Et toutes ces alternatives, elles ont un point commun. Elles ont montré d'excellents résultats dans les essais qui ont été publiés d'études de cohorte.
qu'elle soit prospective et même prospective multicentrique. Mais quand on en est arrivé à faire des essais randomisés, ou quand on a étudié ces techniques avec plus de recul, eh bien aucune n'a finalement validé son efficacité dans le traitement, dans la prise en charge des patients. Pourquoi? Parce qu'en fait, on connaît l'effet placebo des médicaments, mais l'effet placebo des interventions chirurgicales est encore plus important. Et quand on a le sentiment de recevoir une intervention chirurgicale innovante, novatrice, qui va préserver sa sexualité et qui va apporter des résultats magnifiques, et c'est toujours comme ça que c'est vendu à l'heure actuelle avec un marketing qui va autour, et ben on améliore son score IPSS quasiment de 8 points, juste quand on fait une simulation d'intervention. Et c'est le résultat de toutes ces études dans lesquelles les bras placebo des études, les bras simulation d'intervention ont été résumés. Et on améliore également le débit urinaire de pratiquement 3 ml par seconde, c'est-à-dire c'est beaucoup mieux que ce qu'on obtient avec les médicaments. Alors on a des perspectives, bien sûr, d'un point de vue chirurgical pour améliorer les choses, et c'est ici un film de Bertrand Lukács que je voudrais vous montrer rapidement, dans lequel on voit, c'est une fibroscopie mictionnelle, dans lequel on voit, c'est l'homme médian, dont vous avez l'habitude. Je vais juste montrer cette partie du film, et on voit ce lobe médian qui va basculer à l'intérieur de l'urètre au moment de la miction. Et quand on a ce type de particularité anatomique, il est assez évident du point de vue du chirurgien que d'enlever toute la prostate, d'enlever tout l'adénome, n'est pas forcément nécessaire pour soulager le patient de ses symptômes. Et vous voyez ce lobe médian qui bascule complètement pendant que le patient urine à l'intérieur de l'urètre prostatique. Et si l'on enlève ce lobe médian, probablement qu'un certain nombre de ces patients-là vont avoir une amélioration de leurs symptômes urinaires sans dégradation de leur sexualité, et notamment de la fonction éjaculatoire qui peut être préservée si on préserve les tissus autour du col vésical. On a d'autres techniques à l'heure actuelle, et par exemple cette technique d'Urolift, qui est la seule technique mini-invasive qui est passée le prisme à l'heure actuelle des essais randomisés, avec maintenant jusqu'à 3 ans de suivi dans l'un de ces essais. Et vous voyez, c'est une technique endoscopique, avec une aiguille, on place une agrafe sur la capsule prostatique, il y a un fil entre l'agrafe qui est sur la capsule et l'agrafe qui est à l'intérieur de l'urètre, et cette technique consiste finalement à retendre les tissus, à faire une sorte de lifting prostatique qui permet d'élargir le canal urinaire. On le fait sur la face antérieure de l'urètre, à un endroit où l'adénome n'est pas très épais. Et donc on restaure, on améliore les capacités urinaires du patient sans avoir d'effet secondaire sur la sexualité. Et les résultats, comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est en bas, sont stables sur les 3 ans de suivi de cette étude randomisée. Il y a d'autres techniques également qui se développent, et là on arrive maintenant dans les techniques qui ne sont pas validées, qui sont en cours d'expérimentation. Vous avez l'embolisation des artères prostatiques, et vous avez peut-être pu voir un certain nombre de médiatisation autour de cette technique, qui pourtant à l'heure actuelle reste du domaine de la recherche en France. Un certain nombre d'études de cohortes ont été publiées, elles ont de nombreux biais et on le sait très bien. Elles ont montré une diminution assez importante du volume prostatique, mais que de 20%, finalement c'est ce qu'on obtient avec les inhibiteurs de 5-alpha réductase Peros et les médicaments. Et les études randomisées sont en cours, à la fois contre traitement de référence, la résection, contre traitement médical, et il faudra le faire aussi contre simulation d'embolisation, ce qui n'a pas été fait pour l'instant. On a une autre technique qui arrive, vous voyez, à force renfort de publicité, et qui commence à être distribuée en France. Également, elle reste expérimentale, c'est un traitement robotisé guidé par l'image. Une phase 2 a été publiée qui montrait pas de saignement, une amélioration comparable au résultat de la résection endoscopique, pas d'éjaculation rétrograde. Donc on rentre un endoscope dans l'urètre et avec un jet d'eau, on vaporise, on délite les tissus prostatiques après avoir contouré la prostate sur une échographie. C'est un traitement qui s'affranchit totalement des capacités manuelles du chirurgien, qui est très intéressant. Quelques centres ont essayé en France et d'après les premiers retours que j'en ai, les choses ne sont pas passées exactement comme le laboratoire le prétendait, et donc l'histoire ne fait que se répéter. Restons très prudents vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Une autre technologie qui là encore arrive, essai randomisé versus simulation d'intervention, pas d'essai randomisé publié versus résection endoscopique. 197 patients, des améliorations, vous voyez, tout à fait spectaculaires du score IPSS, qui semble durable dans le temps, en tout cas sur 12 mois. Le point commun, donc je vous le disais, de toutes ces thérapeutiques mini-invasives, c'est que des résultats initiaux sont prometteurs. Ils montrent toujours un profil qui est similaire ou à peu près similaire aux techniques de résection endoscopique, avec une meilleure sécurité périopératoire et surtout moins d'effets secondaires sexuels. Par contre, ces techniques-là sont en cours d'évaluation et plus d'essais randomisés sont nécessaires avant de les implémenter dans nos pratiques. Et à l'heure actuelle, seule la première technique que je vous ai montrée, c'est-à-dire le lifting prostatique, l'Urolift, a passé le scope des études randomisées.
Ces techniques, elles ont également des points communs, elles posent des problématiques économiques. Le coût de l'innovation, il n'est pas pris en compte dans le GHM. Je vous ai montré qu'il était extrêmement bas. Alors que ces nouvelles techniques, que ce soit les lasers, ont un coût, il faut acheter le générateur, il faut acheter le consommable. L'Urolift a un coût, c'est 2 000 € par patient. Et les techniques dont je vous ai parlé, vous voyez 1 300, 1 500 € hors taxe par patient, qui ne pourront bien sûr pas être absorbés dans un GHM aussi faible, 1 400 € dans un établissement privé. Il n'y a pas non plus d'actes qui permettent aux chirurgiens de coter ces interventions. Et donc soit il les cote par assimilation et il prend le risque d'un redressement par la caisse d'assurance maladie, soit il ne se fait pas rémunérer et il fait ses actes gratuitement. Une problématique éthique également. Le marquage CE est totalement déconnecté en France et en Europe de la preuve d'efficacité d'une nouvelle technologie. On peut obtenir un marquage CE, arriver avec un film promotionnel et vendre à un chirurgien ou à un établissement de santé un nouveau dispositif médical implantable, une nouvelle technologie qui n'ont rien à voir avec les technologies qu'on utilisait jusqu'à maintenant, sans avoir de résultats très probants d'études randomisées. Il n'y a pas non plus d'évaluation qui soit correctement organisée des complications liées à cette nouvelle technologie. Et il faudrait que nous, chirurgiens, soyons plus vigilants sur la matériovigilance et sur la déclaration des effets des événements indésirables. Et il y a également un problème éthique vis-à-vis de la communication grand public de ces techniques qui restent expérimentales. Et on voit régulièrement, à chaque fois qu'une de ces nouvelles techniques arrive, les chirurgiens qui se précipitent devant les écrans et les canaux audiovisuels pour communiquer sur cette nouvelle technique qui va remplacer toutes les autres. Et je vous rappelle l'histoire qui nous a appris exactement le contraire. Ces nouvelles techniques sont arrivées, on les a essayées sur un certain nombre de patients, et puis elles ont disparu. Alors, est-ce que certaines de ces nouvelles techniques vont rester? Je l'espère, parce qu'on en a besoin, et pour l'instant, on reste encore dans le domaine du spéculatif. Donc, en conclusion, la chirurgie plastique, résection endoscopique et adénomectomie est en voie de disparition, et en tout cas, on sent bien que d'ici quelques années, ce type de prise en charge n'aura plus cours dans nos hôpitaux. Les techniques laser et bipolaires sont le nouveau standard, et en dehors des problèmes économiques qui empêchent certains établissements encore de s'équiper, on voit que véritablement la mobilité périopératoire est tellement moins importante que ça va remplacer le reste des interventions pour arriver jusqu'à 100% de techniques chirurgicales endoscopiques et probablement jusqu'à 70% de chirurgie ambulatoire. Ce nouveau standard, il reste néanmoins perfectible, on a toujours besoin d'alternatives pour les patients fragiles et pour mieux préserver la sexualité de nos patients. Mais ces alternatives, elles vont se heurter aux problématiques économiques dont je vous ai parlé et aux problématiques éthiques qui font qu'à chaque fois que l'on propose ce type de nouveauté, la communauté médicale, mais également les patients, s'emballent un petit peu trop vite et communiquent un peu trop vite devant la presse grand public avant que les choses ne soient totalement validées d'un point de vue scientifique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Grégoire. On sent bien le problème sociétal sous-jacent avec la longévité masculine aidant. Donc ça va être un sujet de débat pour la suite et probablement pour les années à venir. Sans attendre, nous allons accueillir et remercier le professeur Christian Pfister de nous faire un argumentaire en 5 minutes sur ce sujet de l'obstruction sous-vésicale à des noms prostatiques aidants. Merci Michel, Monsieur le Président, Messieurs les membres de l'Académie. En quelques minutes, je vais reposer le problème que nous a fort bien exposé Grégoire. Comme vous le savez, ce n'est pas mes nombreux maîtres d'urologie présents dans la salle qui font me contredire. Le volume prostatique a toute son importance dans la prise en charge chirurgicale de l'obstruction sous-vésicale. Comme vous l'a dit Grégoire, vous avez les petites prostates de moins de 30 ml sur lesquelles on va faire des résections, voire même des incisions cervico-prostatiques. Les prostates dites de taille moyenne, où on a la résection de prostate dont on parlait à l'instant, et puis tous les nouveaux lasers qui arrivent, et même les nouveaux dispositifs dont a parlé Grégoire. Et puis, bien sûr, les grosses prostates de la taille d'une orange, voire plus, où on faisait cette adénomectomie par voie haute, avec le fameux clivage, le plan anatomique entre la prostate centrale et la prostate périphérique. Et puis l'arrivée de l'OLEP, l'énucléation. Alors, on le sait tous, quelle technique choisir? C'est un petit peu ça la question qui se pose à nous aujourd'hui. Est-ce qu'il faut renoncer à la classique chirurgie de l'adénomectomie par voie haute? Est-ce qu'il faut opter pour le laser Greenlight? Ou est-ce qu'il faut opter pour le laser OLEP que vous voyez sur le milieu de cette image? Nous le savons tous, nous urologues, l'adénomectomie par voie haute est quand même la technique qui donne les meilleurs résultats dans le temps. Cette courbe le montre bien. La résection vient un petit peu en dessous, mais clairement,
le fait d'énucléer comme un œuf dans un coquetier cet adénome va ouvrir largement la loge prostatique et donnera de très bons résultats sur la délimétrie et le résidu post-mictionnel. Comme le disait Grégoire, cette adénomectomie par voie haute, elle a ses complications. Bon, la mortalité est négligeable, le temps opératoire est de l'ordre d'1 heure, mais il y avait un taux de réintervention non négligeable et j'ai même un taux de transfusion sanguine plus important que ce que tu nous montrais tout à l'heure, avec aussi un risque d'incontinence non négligeable. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à cette nouvelle technique qui est apparue avec l'énucléation laser au LEP, et j'ai repris la méta-analyse de Jean-Nicolas Cornu, qui est intéressante parce qu'on se rend compte que uniquement 3 études vont avoir comme bras de comparaison le gold standard qui était l'adénomectomie par voie haute. Et je vais résumer ça sur la diapositive suivante. En fait, 3 essais randomisés au LEP versus adénomectomie par voie haute pour des prostates de plus de 100 ml. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Le temps d'intervention est plus long, en gros une demi-heure de plus que l'adénomectomie par voie haute, et on sait bien dans nos différentes équipes qu'il y a un temps d'apprentissage, une learning curve qu'il faut franchir. C'est moins facile que le laser Greenlight, mais par contre, quand on a passé ce temps d'apprentissage, on a un temps de drainage qui est plus court. Généralement, on arrête le lavage et on enlève la sonde le lendemain. Ce qui fait qu'on fait chuter nos DMS de 3-4 jours, le patient sort le lendemain de son intervention, et puis la transfusion, comme on le disait avec l'adénomectomie, va être moins importante pour un résultat qui, au vu des données de la littérature actuelle, paraît similaire quand on fait un suivi de 5 ans. On n'a malheureusement pas toutes ces données pour le laser Greenlight, qui est plus par vaporisation que par énucléation. Ce qu'on voit sur cette méta-analyse sur le Greenlight, c'est que le volume prostatique était beaucoup moins important que sur la méta-analyse OLEP. Et puis, il y a des générations de lasers qui s'upgradent. Ça, c'est une méta-analyse qui était faite avec un ancien laser. Donc là aussi, on manque de recul. Il faudra voir ce que ça donne si demain, les nouveaux lasers Greenlight pourront énucléer aussi bien que l'OLEP. Actuellement, et c'est le message, je pense que Grégoire sera d'accord avec moi, qu'il faut faire passer, c'est que l'adénomectomie par voie haute ouverte a probablement vécu, et elle se remplace de plus en plus dans nos centres hospitaliers par l'énucléation LEP avec des résultats semblables. Voilà, je pense qu'à nous deux, on vous a posé le débat et on est ouvert à vos questions. Merci Christian. Nous avons quelques minutes de débat, puisque c'est un sujet qui touche beaucoup d'hommes. Alors on va écouter peut-être d'abord le professeur Bernard Lobel, notre maître, parmi d'autres, qu'on a plaisir à... Alors ce que je voulais dire, c'est d'abord je vous félicite bien sûr. Je suis toujours impressionné par le nombre de techniques qu'on propose pour cette petite glande qui est quand même assez modeste. Et je dirais que quelles que soient les techniques qui ont été proposées chirurgicalement, la plus grande complication, c'est que le patient, avant l'intervention, pisse devant la lunette et après l'intervention, pisse derrière la lunette, alors qu'il croyait pouvoir arriver juste au milieu. Et c'est donc quand même, et de toujours, quelle que soit la technique, l'intervention est une bonne chose. Ce que je pense aussi, c'est que vous êtes des urologues, et on n'a donc parlé que de la technique chirurgicale. Mais bien sûr, heureusement, si tous les hommes sont frappés par l'adénome, tous n'ont pas forcément besoin de la technique chirurgicale, et parfois même, certains médicaments peuvent les aider. Enfin, et c'est ma vraie question, j'ai très bien compris qu'en particulier avec le laser Holmium, ça diminuait considérablement le temps d'hospitalisation, ce qui est tout à fait dans les plans du ministère, et ça diminue aussi beaucoup les quantités de sang péropératoire. Ce que je comprends moins, et c'est la question que je vous pose, est-ce que ça change quelque chose sur les suites opératoires immédiates qui fait que quand on a retiré l'adénome, comme vous disiez, l'œuf dans le coquetier, ça laisse un coquetier tout à fait oui, mais surtout abrasé. Et l'urine, pendant des semaines, qui va arriver sur ce coquetier abrasé, donne des troubles mictionnels considérables.
d'irritabilité, de fréquence mictionnelle. Est-ce que cette complication post-opératoire de l'urine tombant sur une zone prostatique qui vient d'être évidée a été modifiée par le laser? Il y a eu, dans la façon dont les choses se sont développées en France, on a d'abord développé les techniques de vaporisation green light, où effectivement il a été décrit pendant un moment un certain nombre de patients qui étaient plus polychloriques et plus urgenturiques que ce qu'on connaissait avec la chirurgie classique. En fait, depuis quelques années, les chirurgiens qui ont développé ces techniques-là ont passé leur cours d'apprentissage, et à l'heure actuelle, c'est plus véritablement un problème dans les équipes qui en font régulièrement. C'était probablement lié à un défaut technique et à des problèmes d'apprentissage de la technique. Pour ce qui est de l'énucléation laser, on a très peu finalement de troubles polychloriques et urgenturiques en post-opératoire. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas. Il y a certains patients qui ont des retards de cicatrisation. Je pense que le plus souvent, ces retards-là sont liés à une énucléation qui justement n'est pas complètement anatomique, parce que dès que l'on enlève complètement le tissu, la capsule que l'on a derrière, on la coagule très peu, et la cicatrisation se fait beaucoup plus vite. Mais là où ça retarde la cicatrisation, c'est quand il y a des gros éléments de nécrose au milieu de la loge qu'il faut essayer d'éviter, ou des petits flaps bucceux qui pendouillent et qui vont cicatriser lentement. Voilà. Oui, merci de votre très bon exposé. Vous avez cité, après réaction endoscopique, un taux très élevé de réaugmentation de volume. Quelle est la date de survenue? Est-ce que c'est précoce? Est-ce que c'est plus tardif? Quel est le pourcentage de gens qui vont devoir être réopérés? Et est-ce qu'on peut réutiliser la résection, où aujourd'hui le choix serait plutôt le laser? Alors, les chiffres que j'ai cités sont des chiffres de réintervention, quelle que soit la cause. En gros, il y a 15% donc, de réintervention après la résection endoscopique, la moitié étant pour des sténoses ou des scléroses du col, l'autre moitié pour des repousses de l'adénome. Donc les sténoses et les scléroses, c'est plutôt assez précoce. Une fois qu'on a passé la phase, disons la première année après l'intervention, c'est quand même rare de voir se développer une sténose. Et pour les repousses d'adénome, bien sûr, ça se fait de manière plus tardive. On peut bien sûr réutiliser la même technique. La problématique vis-à-vis du système d'assurance médicale, c'est que si on fait 2 fois l'intervention, on paye 2 fois. Ce qui n'est pas forcément l'objectif. On cherche à soulager les patients en une seule fois. Voilà. Donc 15% de reprise chirurgicale, c'est pas complètement négligeable quand même. Voilà. Si on est dans le bon plan, en principe. Monsieur? Oui, Philippe Montoupé, Paris. Une courte intervention candide, peut-être ou peut-être pas. Parce que la densité de cette présentation, sa richesse est très impressionnante, surtout pour quelqu'un qui n'est pas urologue d'adulte en tant qu'urologue pédiatre. J'ai fait les voies hautes pour des prostatectomies, dans le temps, aussi les voies endoscopiques, et d'où ma première question, qui est que, à la fin de cet apprentissage, et bien que qualifié par des maîtres ici en urologie jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas l'impression d'une maîtrise parfaite, et j'aimerais quand même entendre parler un tout petit peu de learning curve et de simulation, parce qu'on est à cette ère-là, de ne plus faire prendre des risques insensés aux patients, et qu'une voix haute, autant que je m'en souvienne, il peut y avoir des imperfections, mais ça peut aussi faire l'objet de simulation, et une voix endoscopique aussi. Alors ça, c'est ma première question pour que vous éclairiez un petit peu cette immense richesse de votre présentation. La deuxième, c'est un peu de surprise à voir la semaine où on entendait clairement une nouvelle ministre parler du coût d'une journée d'ambulatoire et de faire la promotion à 70%, je ne vois pas pourquoi ce chiffre figurait sur une diapositive, puisque le vrai chiffre, c'est 5%, vous l'avez dit. Voilà. Donc pourquoi sur une autre diapo 70% qui est un mythe? Et pourquoi cette intervention ne servirait-elle pas de critère pour faire réfléchir ceux qui ne réfléchissent qu'à l'économie sur un chiffrage un peu différent des nouvelles technologies et du résultat économique, qui est quand même 1 500 €, si j'ai bien entendu Madame Buzyn, par jour d'économiser si on fait une chirurgie ambulatoire. Donc ça, c'est la deuxième question, qui découle sur la troisième très courte. Avoir sur une diapositive en présentation scientifique le texte chirurgie expérimentale. Moi, je sais que quand j'ai commencé les chirurgies célioscopiques chez l'enfant et qu'un anesthésiste s'était permis de dire ça à un de mes patients, on a eu un petit froid pendant quelques jours.
Grégoire est le bon interlocuteur pour vous répondre, puisque l'équipe de Bordeaux a tenté en ambulatoire la technique collègue. Je te laisse. Oui, alors sur la première question de la simulation, il est évident que la simulation rentre par toutes les portes dans l'apprentissage de la chirurgie, y compris de la chirurgie urologique et y compris de la chirurgie endoscopique. Il y a bien sûr un problème technique qui a dû être résolu, mais qui à l'heure actuelle l'est, et il y a des simulateurs de chirurgie, que ce soit de la vaporisation ou de l'énucléation, qui sont disponibles dans les écoles de chirurgie, dans les différentes facultés. Après, il faut quand même relativiser un tout petit peu ce problème de la courbe d'apprentissage, parce qu'à partir du moment où une technique est implémentée dans une équipe, les jeunes l'apprennent au contact des anciens, comme vous l'avez appris la chirurgie ouverte, et comme l'ont appris ensuite ceux qui ont fait de l'endoscopie. Et donc, certes, c'est un problème au départ pour les premiers et pour les pionniers, mais ensuite, une fois que cette courbe d'apprentissage est passée pour les premiers opérateurs de l'équipe, les autres apprennent à leur contact, et c'est quelque chose qu'on a très bien démontré dans notre équipe avec des données scientifiques. La deuxième question, c'est celle de l'ambulatoire. Alors, l'ambulatoire en France, le constat, c'est que c'est 5%. Mais dans ma pratique, c'est 60%. Donc, il y a un vrai problème d'incitation des médecins à pratiquer cette chirurgie en ambulatoire. Parce que ça demande une organisation qui est plus compliquée, qui est plus difficile à mettre en place, ça demande un effort pour tout le monde, et cet effort n'est pas valorisé par une gratification financière, et en tout cas pas à la hauteur de ce que coûte la technique. Donc un certain nombre d'établissements ont refusé de faire ces investissements parce qu'ils étaient trop onéreux, et ont décidé par exemple de développer de la résection bipolaire, qui est un petit peu moins efficace que... Excusez-moi. Une borne basse. Il n'y a plus de borne basse. Il n'y a plus de borne basse sur aucun de ces GHI. Et la troisième question, elle a trait au côté expérimental. Moi, je crois qu'au contraire, c'est quelque chose dont il faut qu'on prenne tout à fait conscience. Et qu'on ne peut plus, à l'heure actuelle, proposer une nouvelle technique à nos patients, se servir d'eux comme des cobayes pour valider des outils de l'industrie. Et il faut absolument que l'on ait cette rigueur d'esprit d'obliger les industriels à conduire des études randomisées pour valider leurs produits avant de les distribuer. Si on fait l'inverse, on va revivre ce qu'on a déjà vécu avec tous ces dispositifs qui sont venus, sont passés et ont disparu totalement de nos pratiques, dont certains ont été achetés par beaucoup d'établissements et dorment encore dans des placards. On voit bien sur les méta-analyses qu'on vous a montré tout à l'heure sur le bras comparateur. Il faut faire des phases 1, comme pour les médicaments. Oui, François. Merci. Non, je voudrais te féliciter pour la qualité de l'exposé. Justement, revenir sur ce point-là, sur lequel tu as insisté, car je crois que c'est vraiment le point actuel. Le laser est manifestement un progrès par rapport aux techniques avant, et notamment chez les malades sous anticoagulants. Le problème qu'il y a, c'est que quand on voit toutes les interventions qui ont été créées, et ça c'est vrai pour l'adénome, mais c'est vrai pour plein d'autres pathologies en neurologie, dans d'autres spécialités, et celles qui sont restées, ça pose manifestement un problème. Le deuxième point, c'est que les études randomisées, tu l'as très bien montré, ne résolvent pas tout, puisque dans l'immédiat, tu as bien montré l'effet placebo et même l'effet centre expertise par rapport après. Et je pense qu'il va devenir indispensable, on en parlait avec Dominique Franco et Philippe Marc, c'est que avant l'autorisation de mise sur le marché ou la diffusion des techniques, il y a des études randomisées qui peuvent être faites, mais dès que c'est largement diffusé, il faut qu'on crée des registres qui soient organisés et rémunérés. Et ça sera le seul moyen de répondre aux questions, parce que tous les articles, Christian Châtelain devait être très content, il avait marqué « We need more data », se terminent par « on a besoin de data supplémentaires », mais ces data supplémentaires, on ne les a jamais, parce que les malades opérés il y a 15 ans, plus personne ne les suit. Ou tout au moins on les suit, mais on ne les publie pas. Et donc je crois que c'est en effet un problème très important pour pouvoir savoir à long terme quelles sont les techniques qui restent. Et je crois qu'il faut, comme vous l'avez dit, insister sur celles qui ont disparu, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui, je crois qu'il y a on peut quand même avoir une vision un tout petit peu différenciée. C'est-à-dire que quand on fait l'évolution de nos techniques, c'est-à-dire quand on passe d'une chirurgie ouverte à une célioscopie, quand on passe d'une célioscopie à une chirurgie robotique, c'est une évolution de la technique qui a pour objectif de reproduire la même intervention avec une moindre morbidité qui a déjà été validée dans d'autres indications. On n'a pas forcément besoin, dans ces conditions-là, d'avoir recours au même niveau de validation que quand on le fait pour quelque chose qui est totalement novateur, comme une technique de vaporisation avec un jet d'eau. Il y a un moment, ça, je veux dire, si on peut me soutenir que c'est pas expérimental, à l'heure actuelle, moi je ne sais pas ce que c'est, c'est expérimental. Et malgré les chiffres qui ont été proposés par le laboratoire,
Je sais que 3 centres en France ont commencé avec ça, que tous les patients étaient en caillotage vésical le soir d'intervention, et qu'à l'heure actuelle, la problématique, c'est que dans les services d'urologie, on ne sait plus décailloter, parce que ça n'existe plus avec les lasers de décaillotage de Lucie. Et donc ces patients-là ont été décaillotés, transfusés, ils sont restés finalement beaucoup plus longtemps que ce qui était annoncé par la firme. Donc il faut quand même faire attention. Le marketing en médecine, il est présent. Il faut qu'on puisse avoir vraiment la tête froide vis-à-vis de toutes ces informations qui nous arrivent et ne pas se précipiter à la télévision pour communiquer avant même d'avoir essayé certaines technologies quelquefois. Bien. Merci beaucoup. Vous voyez que le sujet a ouvert le débat et merci infiniment à nos orateurs et à l'assistance d'avoir participé de la sorte. Donc merci à vous deux.